Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici dans la galerie de Vanessa Kwang. Je vais vous présenter mon univers, mon travail sur 2 ans. Donc Tristan Viscock, je peins depuis une vingtaine d'années, de façon totalement autodidacte. J'ai pris quelques cours en 2013 avec un peintre qui s'appelle François Mandras aux Beaux-Arts. En fait, j'avais un grand-père qui était prix de Rome de peinture. Je n'ai malheureusement pas connu en 1944, peut-être qu'il y a un peu d'atavisme, mais en tout état de cause, je peins depuis 20 ans des choses qui étaient très liées au street art, à la couleur. Et il y a 6 ans, alors que j'allais avoir 40 ans, il m'est arrivé, après une séance de dentiste, j'ai eu un acouphène virulent qui a totalement déstabilisé ma vie. Et en fait, je me suis aperçu que le seul moyen que j'avais de ne plus entendre cette sirène hurlante tous les jours, qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, en courant le week-end, je m'apercevais qu'au bout de 5-10 km, je n'entendais plus ce bruit. Et je me suis mis à courir entre 2011 et 2015. Et avec des courses autour dans le monde, à La Réunion, j'ai fait la Diagonale des Fous, j'ai beaucoup couru, et en 2015 j'ai fait une course qu'on appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course autour du Mont Blanc qui fait 170 km, 10 000 mètres de dénivelé en un temps donné. Et en fait j'ai terminé cette course, je suis rentré à Paris, j'ai attendu 4 jours, et en fait mon corps s'était arrêté. J'ai fait ce qu'on appelle dans le langage médical une rhabdomyolyse. Donc j'ai été en urgence vitale, j'ai été transporté à la Pitié-Salpêtrière où j'ai été en dialyse. Et entre l'acouphène et ce qu'on avait tendance enfin les toubibs avaient tendance à me dire que je risquais d'être dialysé à vie. Il y a un moment où vous ne savez pas très bien si vous allez tenir ou lâcher. Et en fait, après quelques dialyses, au bout de 8 jours, j'ai fait ce qu'on appelle en pleine nuit. J'ai eu des douleurs au rein et j'ai fait ce qu'on appelle une nuit de feu ou une nuit mystique. J'ai eu des douleurs à 3 heures du matin. J'ai vu des ailes d'ange, j'ai vu un corps. Enfin, j'étais très profondément ancré avec une certaine élévation, de la lumière. Donc là, je décris ce qui m'est arrivé. Et chose étonnante, alors que mon corps avait du mal à réagir depuis quelques jours, tout d'un coup, le matin, tout est reparti. Alors les médecins ne l'expliquent pas, la science ne l'explique pas, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Alors est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le cerveau qui a fait une assimilation? Je sais que j'ai écouté l'album de Coldplay, Ghost Riders, en boucle, et on voit des ailes d'ange sur l'album. Voilà, en tout état de cause, il s'est passé quelque chose et tout est reparti. Sortant de l'hôpital, 15 jours, 3 semaines après, j'ai voulu expurger ce qui m'était arrivé. Et en fait, prenant des vacances, j'avais trouvé dans la chambre de ma fille, dans sa trousse, un petit pot d'encre de Chine avec un pinceau. Et alors qu'avant, je peignais en couleur, toujours en mêlant histoire de l'art, parce que j'ai toujours été passionné par ce monde de l'histoire ce monde de l'art. J'en suis arrivé à aller en vacances pour essayer de me reposer, reprendre des forces. Et je me suis mis à faire des encres de Chine, qu'on peut voir ici. Et j'ai peint assez compulsivement, à peu près 60 à 70 encres de Chine. La première, c'est celle-ci, qui a été faite en octobre 2015, où en fait je raconte mon histoire sur mes constantes à l'hôpital. Donc on voit l'encéphalogramme, les traces de sang, on voit ici au-dessus des racines profondes. C'est ce que j'ai ressenti dans cette nuit de feu, cette nuit mystique. Et donc j'ai créé, là on voit le tunnel que je n'ai pas vu pendant cette nuit. J'ai vu une lumière assez clair, mais je n'ai pas vu ce tunnel que tout le monde raconte, ni le fil de ma vie. En tout état de cause, et on verra après dans la suite de l'exposition, il y a une vingtaine d'encres de Chine que j'ai sélectionnées sur les 70 que j'ai réalisées. Et en fait,
En peignant ces encres de Chine, j'ai découvert la magie du noir. La magie du noir, c'est tous ces tableaux que j'aime, où il y a du clair-obscur, où on voit ce côté sombre, clair, qui donne une force importante aux œuvres. Et en fait, depuis 20 ans, j'ai toujours peint par erreur. C'est-à-dire, n'ayant pas de technique, j'essaye de créer ma propre patte. Et c'est marrant parce que j'ai eu, depuis que le vernissage, j'ai eu pas mal de retours de collectionneurs, de peintres qui me disaient c'est étonnant mais tu as trouvé ta patte. Alors il y a des erreurs, il y a des aspects non finis, un peu comme, enfin, j'adore le non finito dans les tableaux parce que ça donne des codes par rapport à l'art. Et en fait c'est une technique que j'ai inventée quand j'ai peint mes encres de Chine. Là, j'ai eu de cesse que de vouloir retranscrire ce que j'avais senti en peignant avec cette encre de Chine, ces effets de clarté, ces effets où on pouvait jouer avec la lumière sombre. Et donc j'ai pris un tube de peinture blanche, un tube de peinture noire, de l'huile sur toile, de l'huile. Et l'idée c'était de retranscrire sur des grands formats ce que j'avais ressenti en peignant ces encres de Chine, en dessinant très rapidement. Et donc en fait, je prends la toile, elle n'est pas sur châssis, je la prends, je la pose directement sur le mur, j'ai mon idée du tableau, je fais tous mes contours, je peins au noir, enfin en noir, je fais tous mes contours en noir, et ensuite, presque comme un sculpteur, je vais prendre des chiffons avec les doigts, avec des brosses que je trouve. Je vais gratter la toile, donc c'est assez violent, je vais gratter la toile pour faire ressortir les blancs et donner de la force au tableau. Et cette technique, qui m'est propre, je la trouve intéressante parce qu'elle donne finalement de la force. Et on le voit là sur ce tableau, ça donne aussi de la vie. Et c'est une de mes sources d'inspiration, tous ces grands peintres au niveau du clair-obscur. C'est quelque chose qui m'a conduit à développer cette technique. Quand j'ai eu l'opportunité avec Vanessa Kwang d'exposer dans sa galerie il y a 3 mois, donc c'était en juin, quand je suis rentré dans la galerie, qui est une grande galerie puisqu'elle fait à peu près 300 mètres carrés, tout ce que j'ai peint, donc tout ce que vous allez voir, c'est 2 ans de peinture. Tout ce que j'ai peint, en fait, j'ai tout de suite trouvé le storytelling de finalement de cette exposition. Et en fait, tout ce que j'ai peint tournait autour du thème de la mémoire. C'est assez étonnant, mais en fait, c'est cette idée du « souviens-toi » qui est le thème de l'expo. « Souviens-toi que tu es mortel », de profiter de la vie. Donc là, on voit un premier tableau dont la source d'inspiration est Zurbarán, ce peintre espagnol. En fait, on voit un Saint François d'Assise qui a une mur. Donc j'ai acheté une robe de bure, j'ai acheté un crâne, je me suis mis en position, j'ai pris à peu près 200 photos pour arriver à trouver la lumière que je voulais. J'ai travaillé mon tableau par rapport à ça. Donc, ce sont les mains qu'on voit, c'est le crâne que j'ai acheté, en me focalisant sur la vanité, c'est-à-dire la vanité qui représente que tout est vain. À un moment, tout peut disparaître, qui est souvent représenté ou par un crâne, ou par une bougie qui se consume, ou par une nature morte. Et l'idée, c'est de se dire, ben voilà, t'es passé près de la ligne rouge, profite de tous ces moments, n'oublie pas que tu es mortel. Un tableau qu'on voit ici, où on reconnaît tous Van Gogh et Gauguin, je l'ai appelé acouphène, on l'aura compris, mais un acouphène, quand il arrive, on imagine 5 fois par jour comment on va mettre fin au bruit. On n'entend plus le silence, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Et ce tableau de Van Gogh, finalement, il est pour moi, ces 2 peintres sont 2 génies absolus de la peinture. C'est cette fameuse nuit à Arles du 23 décembre 1888 où Van Gogh a fait venir Gauguin. Ils sont amis et il y a une altercation et on ne sait pas si Gauguin, qui était une fine lame, tranche l'oreille de Van Gogh ou si c'est Van Gogh qui se tranche l'oreille.
Aujourd'hui, il y a certaines analyses qui, en relisant les lettres de Theo à Van Gogh, par ce qu'a ressenti Van Gogh, on laisse à penser que Van Gogh avait peut-être un acouphène et qu'il aurait fait ce geste un peu dans de désespoir finalement. Et je comprends très bien ce tableau parce qu'à un moment, on peut en arriver là à cause de ce bruit qui est vraiment infernal. Dans ce tableau, ce qui m'a plu, c'est de confronter ces deux génies absolus, deux autodidactes, donc ça me touche, qui n'ont pas été reconnus de leur vivant, qui ont eu une peinture assez dense, puisque Van Gogh a peint en 10 ans tout ce qu'il a dans les 10 dernières années de sa vie. Gauguin, on sait comment il a fini aux Marquises. Là, on peut reconnaître le Christ jaune de Gauguin qui est exposé à Orsay. On peut reconnaître le Combat des anges qu'il a peint à Pont-Aven, ou Oviri dans cette grande toile de Gauguin, D'où venons-nous d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, qui pourrait en fait résumer parfaitement l'exposition. On le verra plus tard. Et donc, c'est vraiment un tableau qui me plaît et c'est amusant. Il y a Vladimir Velikovic qui est passé samedi à la galerie et qui me dit de façon très gentille et de façon très bienveillante, on voit que vous êtes autodidacte, il y a des erreurs, mais il y a de la force. Et vous verrez dans les autres salles, il voit les paysages de montagne, il me dit là vous maîtrisez. Et venant d'un maître comme Vladimir Velikovic, j'avoue que c'est touchant et on a beaucoup à apprendre de ces personnages qui sont pour moi des maîtres comme Soulages, Vladimir Velikovic ou tant d'autres de la peinture. On va aller vers un grand maître qui, au cours de ma nuit de feu, j'avais des tableaux qui se télescopaient. Alors je ne sais pas si c'est dû au rouge de Velázquez très puissant, mais ce tableau d'Innocent X, qui pour moi est l'un des plus beaux de l'histoire de la peinture, a une force incroyable. Et j'avais envie, enfin là où ce tableau finalement a inspiré énormément d'artistes comme Bacon, qui l'a peint 45 fois, on dit aujourd'hui qu'il aurait vu de façon, dans une image subliminale dans le rideau qui est dans le rideau qui est derrière le pape. Moi j'ai souhaité lui adjoindre ce Christ qui souffre, qui est un Christ tiré du retable d'Isenheim qui est à Colmar, de Thomas Grunewald. Ce sont des peintres, Grunewald, Jérôme Bosch, ce sont des peintres qui ont profondément marqué ma jeunesse, qui m'ont beaucoup inspiré. Je trouve que le monde de Grunewald ou le monde de Bosch est un monde déjà totalement irréaliste, totalement moderne. Je suis allé au Prado il y a 3 mois. Je pense que quelqu'un comme Bosch n'a pas pu peindre ce qu'il a peint sans avoir eu une expérience de mort imminente. D'ailleurs, je suis allé derrière le triptyque du Jardin des Délices et on voit tout un monde en noir et blanc. Et c'est marrant parce que ça a vraiment vibré par rapport à mon expérience que j'avais eue à l'hôpital. Et c'est pour moi, remettre en situation des génies de la peinture, c'est un apport en essayant de donner une patte contemporaine et en essayant de raconter une histoire. C'est quelque chose qui me plaît et je m'efforce à chaque fois justement de tirer les leçons, n'ayant pas finalement de technique, étant totalement autodidacte. Je pense que c'est en regardant ces maîtres absolus qu'on arrive à avoir de nouvelles techniques et en fait, chaque fois que j'ai une erreur, je vais jusqu'au bout et finalement, c'est comme ça que je suis arrivé à cette technique. Là, c'est mon histoire personnelle, donc cette nuit où j'ai vraiment senti que des racines profondes me retenaient. Et en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'avais cette image de la leçon d'anatomie du docteur Tulpe de Rembrandt, où on voit ces médecins à col reste qui sont dans un amphithéâtre et qui sont en train de disséquer un cadavre. Et je me suis pris en photo dans la position du gisant. Et j'ai essayé de retranscrire ce que j'avais vécu. En fait, on voit cette partie sombre, claire. En fait, contrairement au personnage de
tableau de Rembrandt où il a le bras disséqué. Moi, je l'ai mis très clair, où il y a encore un souffle de vie. Là, j'avais essayé de faire un masque mortuaire, donc en allant vraiment gratter la toile pour lui donner un aspect un peu livide. Et en fait, où on voit finalement que cette flamme de vie est encore là, et avec ce corps qui va un peu vers la lumière et qui, heureusement, revient. Enfin, c'est une sensation assez douce. On est un peu en flottement, c'est assez étonnant. Mais voilà, la vie est là, et heureusement, elle a repris, et finalement, je suis là pour en témoigner. Et tout ce que j'ai peint en 2 ans depuis octobre 2015, c'est grâce finalement à ce bruit, à ce qui m'est arrivé. En fait, ce que je dis, c'est qu'on peut finalement positiver n'importe quelle situation et se retrouver au bon moment, au bon endroit. Et donc, je pense qu'il faut à chaque fois essayer de positiver les éléments. En montant l'expo, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis aperçu qu'on était, tout ce que j'avais fait de façon assez disparate, était sur la mémoire. Et en fait, en assemblant en fait, le travail que j'avais fait sur 2 ans, je me suis aperçu qu'il y avait donc toute ma partie personnelle qui est ici, et ensuite 5 chapitres sur la mémoire. La première mémoire, c'est cette mémoire qui peut revenir très rapidement, qu'on peut faire ressurgir par sa mémoire vive ou par des photos. C'est la mémoire de l'enfance, c'est-à-dire souviens-toi que tu as été enfant, essaye de t'alléger, essaye de faire les choses beaucoup plus légèrement, d'avoir que tes relations avec les gens soient beaucoup plus simples, beaucoup plus sereines. Regarde la nature qui t'entoure, profite de tous ces éléments. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver une certaine insouciance de l'enfant. En fait, ça, c'est tiré d'une photo que j'avais prise de mes enfants en Afrique du Sud, où un matin, ils ont trouvé un canoë-kayak. On était dans le Drakensberg, c'est une chaîne de montagnes qui traverse l'Afrique du Sud. On voit les montagnes du Lesotho en haut. Et en fait, ils sont partis comme ça à 6 h du matin, un peu à l'aventure. Cette envie quand on est enfant de vouloir découvrir de nouveaux territoires, d'essayer de... Et en fait, j'ai créé cette espèce de canoë qui prend toute la place de la toile. Si j'avais respecté les proportions, il devrait être beaucoup plus petit. Et en fait, en lui donnant cette espèce d'allongement, on voit mes enfants, ça donne un espèce de passage avec un espèce de flou qui correspond un peu au brouillard qu'on voyait ce jour-là. Ça lui donne un côté énigmatique et ça retranscrit parfaitement ce que j'avais senti à ce moment-là. C'est ces petits moments d'éternité en fait qui nous guident. Je vais vous inviter à venir dans l'autre salle qui continue donc toujours autour de la mémoire, où là ce sont 2 autoportraits. Ce n'est pas une petite fille, c'est moi petit, c'est cette mode des années 70 où on avait des boucles blondes. Et en fait, étant né à La Réunion, j'étais dans une maison qu'on avait au bord de la mer. Et c'est des parfaits moments d'insouciance, des moments exceptionnels, parce que on a la vie devant soi. Je trouve que cet enfant qui regarde son père partir au travail, qui n'a aucun souci et qui, et finalement, à l'éternité, pour moi, il me fait penser. Ensuite, on perd un peu son insouciance de plus en plus et on devient un homme. Donc c'est cet enfant qui regarde cet homme grandir, qui a subi des épreuves, les contraintes de la vie, qui essaye à un moment de s'alléger et qui on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes dans le boulot. J'ai voulu reprendre cette image universelle de l'homme qui marche, Rodin, Giacometti. Et en fait, l'idée c'est sortir de ce côté dur, un peu sombre, donc en jouant toujours sur les noirs et les blancs, et essayer de redevenir enfant. Et en fait, ce tableau m'a été inspiré à un moment où j'avais du mal, fin 2012, début 2013, à un moment où j'avais vraiment du mal à accepter mon acouphène. Et un jour, en rejoignant mon frère au restaurant, je suis tombé sur un sans-abri, une personne qui avait tout perdu et qui, dans le 15e, se balade
avec 50 voitures, il tire 50 voitures derrière lui. Et en fait, ça a eu un effet totalement catharsique pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai appelé catharsis, c'est-à-dire de me dire, mais cet homme, il n'a plus rien, il s'est allégé de tout, il traîne ses voitures, il est dans un rapport d'enfance extrêmement fort, et finalement, il a un sourire, et on le voit souvent dans des pays où, beaucoup moins, enfin beaucoup plus pauvres, on voit souvent les enfants beaucoup plus heureux que sur leur tablette toute la journée. Il y a une espèce de joie de vivre qui est spontanée, et donc l'idée c'est d'essayer de retrouver cette spontanéité de l'enfance en fait, dans les rapports de tous les jours. Là on entre dans un autre chapitre où on voit un homme qui tombe. Alors ça peut être, il y a plusieurs interprétations pour ce tableau-là. Ça peut être l'homme qui tombe. En fait, quand j'ai les premiers tableaux que j'ai voulu, enfin le thème que j'ai voulu aborder quand je suis passé de l'encre de Chine à ces grands formats, c'était de peindre tous ces moments où on sait où on était quand c'est arrivé. Le 11 septembre, pour moi, il y a ces corps qui chutent ou ces tours qui s'effondrent en feu. Moi, je me souviens des parents qui me disent « Je sais où j'étais quand il y a eu l'assassinat de Kennedy ». Alors, on ne distingue pas vraiment le tableau, mais je l'ai mis dans l'expo parce que c'est le premier tableau que j'ai fait qui m'a permis par erreur d'arriver à toute la technique que j'ai employée depuis 2 ans. Et en fait, je voulais faire ce tableau, je ne sais pas, on ne le voit pas vraiment, mais en fait, c'est ce tableau où on voit le motard qui suit la voiture de Kennedy, où on voit Jackie qui se penche sur Kennedy. Et en fait, je voulais donner cette impression de flou, c'est-à-dire qu'on se souvient de l'image, du moment où c'était, du moment où l'on était. Je n'étais pas encore né, puisque je suis né en 71, mais les parents nous disent on se souvient très très bien de l'endroit où on était. Même chose pour le premier pas sur la Lune. Et en fait, quand je rentre dans mon atelier, je peins de façon assez chamanique. Je rentre presque en transe et je peux peindre 12 heures d'affilée. Et je trouve que ce tableau, finalement, a son importance dans l'exposition parce qu'il explique comment, d'une erreur, finalement, où je voulais donner cet effet d'étirement, où j'ai utilisé pas mal de térébenthine pour étirer le tableau, et ben j'en arrive à faire un deuxième tableau, du pas sur la Lune, donc qui est repris de ces images qu'on a vues à la télévision, de la NASA. Là, on voit, c'était du blanc de titane, on voit, c'est un peu bleu. Donc j'utilisais encore du blanc, ce sont les 2 seuls tableaux de l'exposition où il y a du blanc. Tout le reste va m'être inspiré, enfin encore une fois par erreur, j'avais utilisé du blanc de titane pour faire le sol lunaire et je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas cette espèce de blanc un peu intense. Et donc j'ai pris un chiffon, j'ai tout effacé et en fait en effaçant le noir, j'ai vu ces espèces de teintes grises qui donnaient au tableau une force incroyable. Et à partir de là, c'est comme ça, par erreur, que je suis arrivé à faire tous les autres tableaux où là je peins en noir et en retirant de la matière par des procédés divers, j'arrive à jouer sur ces différentes teintes de gris, de blanc, de noir, sans utiliser de blanc. Et donc ça donne vraiment cette possibilité finalement de dire, ce que je disais en préambule, finalement quand on fait une erreur et qu'on va jusqu'au bout, parfois il en ressort du beau ou du bien. Là c'est donc le 11 septembre. J'ai repris une gravure de Goltzius du 16e qui avait peint et qui gravait à partir de tableaux célèbres de l'époque. Et c'est un homme, ça peut être un super-héros, un golem. Je trouve qu'il a une force. En fait, c'est tiré d'une série. Il avait peint la chute d'Icare, la chute d'Ixion, la chute de Phaéton. Là, c'est la chute de Phaéton. Et je l'ai mis devant ces traces. Alors, j'ai des gens qui m'ont dit c'est marrant parce qu'on dirait le drapeau américain à l'envers. Je l'expliquerai après. Cet homme qui tombe finalement et qui, un peu en super-héros, se redresse. On ne sait pas très bien s'il va tomber au bout, s'il va mourir. Il y a un clin d'œil aussi. Depuis 20 ans, la peinture a eu du mal à exister. La peinture en tant que telle, figurative.
Et la dernière bande noire est de la taille des bandes de Buren, 8,7 cm. Et je les ai doublées. Et en fait, c'est pour dire, on peut avoir plusieurs chapitres dans l'histoire de l'art, dans la peinture, et donc tout peut coexister entre finalement de la peinture figurative et de la peinture abstraite. Mais ça nous éloigne un peu de la... Mais voilà, c'est quelque chose, on joue aussi sur les mots, sur les codes, et c'est toujours amusant d'avoir des passerelles entre l'histoire de l'art, entre le monde actuel. On arrive dans une autre salle qui est « Souviens-toi que des civilisations ont pu disparaître ». Alors, c'est vraiment mon avis, mais je pense que depuis le 11 septembre, on a basculé. Je pense que notre civilisation, comme en 476, avec la fin de l'Empire romain d'Occident, je pense qu'on est en train de basculer vers une nouvelle civilisation. Alors, ça va peut-être mettre quelques années, mais je pense que l'intelligence artificielle, on le verra dans la prochaine salle, je pense que l'intelligence artificielle peut à un moment nous supplanter. On l'a vu avec Homo sapiens et Néandertal. Homo sapiens était plus intelligent que Néandertal, c'est lui qui a pris le dessus. On peut avoir des fins de civilisation pour plusieurs causes. Des épidémies, pour des causes de guerre. Là, on voit la chute de Troie, là encore, des codes de l'art, où j'ai repris cette sculpture qui est au Vatican du Laocoon. C'est l'histoire tirée d'Iliade où il y a le cheval de Troie qui est sur la plage et un grand prêtre avec ses enfants arrive, prévient les Troyens en leur disant « Faites attention, les offrandes des Grecs sont souvent de mauvais présages, ça risque d'amener à la chute de Troie. » Et en fait, ce que j'aime aussi dans les tableaux, c'est mélanger un peu tous ces univers. Et là, j'ai essayé de créer une espèce de danse macabre où on voit le personnage de gauche qui est tiré d'un célèbre tableau du Gréco qui a peint le Laocoon. Là, on voit une sculpture de Layton, qui est un sculpteur anglais du XVIIIe, qui était un excellent sculpteur, où on voit ce combat avec ce serpent, toujours avec cette force du noir assez puissant, du blanc que j'ai rappelé dans le Gréco. En fait, j'ai repris du personnage. J'y ai inclus, mais ça c'était une référence à la Divine Comédie de Dante, le Golin de Carpo, qui est à Orsay, qui a été enfermé dans une tour avec ses enfants, un rappel au Laocoon, où il a dû dévorer ses enfants à cause du pape, enfin, qui l'avait enfermé dans cette tour. Une civilisation peut disparaître également pour des raisons écologiques ou environnementales. On sait aujourd'hui que les habitants de l'île de Pâques ont disparu parce qu'ils ont brûlé, coupé tous leurs arbres. À un moment, ils n'ont pas pu construire de bateaux ou plus que se chauffer. Et je trouve que là, je l'ai traité façon BD en fait, en reprenant ces moaïs qui se réchauffent autour d'un feu, qui est un peu un message actuel. Et l'idée, c'est de dire, voilà, une civilisation peut disparaître. Quelles seront les alternatives aujourd'hui par rapport à cette émergence de cette nouvelle intelligence artificielle? Il y a énormément de penseurs qui réfléchissent au sujet. Quand on lit le bouquin sur le transhumanisme de Luc Ferry, les alternatives, c'est ou s'adapter, devenir augmenté. Alors, est-ce que nous... l'ancienne génération, on sera capable de le faire, peut-être que la génération des millennials ou des XY sera capable de le faire, s'adapter, se soumettre ou disparaître. Ou peut-être une autre alternative, c'est Kepler 452, qui pourrait accueillir la vie, qui est une planète qu'on a découverte, et qui aujourd'hui pourrait être une solution pour l'humanité de s'échapper. Là, c'est des visions, c'est ma vision du monde dans quelques années. On y voit une guerrière urbaine avec des ruines, des ruines grecques, des ruines de Dresde, donc c'est toujours un mélange de photos que je prends, des ruines syriennes. On voit le discobole de Thomas Cole avec des soldats, on peut imaginer ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez compliquée, dure, sombre,
faut réfléchir sur ce qui va émerger de tout ça. Je vous invite à venir dans la salle liée à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui, en fait, est créée ex nihilo depuis des années et aujourd'hui elle est exponentielle de par les données qu'on rentre tous les jours par nos smartphones, par les ordinateurs, par les objets connectés. Là, c'est notre ami Mark Zuckerberg qui nous fait rentrer, en fait, on est tous avec des casques avec en réalité virtuelle, et nous fait rentrer dans une espèce de cerveau, créer une intelligence, une espèce de matrice. Les ingénieurs de Facebook et de Google ont essayé en novembre 2016 de faire communiquer les intelligences artificielles entre elles. Donc ils ont créé un programme qui permet aux intelligences de communiquer. Et en novembre 2016, ils ont fait communiquer deux intelligences qui, pendant une demi-heure, ont communiqué en langage humain. Et au bout d'une demi-heure, elles ont créé leur propre langage et ont parlé pendant 2 heures avec un langage qui n'a pas été possible on n'a pas eu possibilité de décrypter aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est peut-être en train de conscientiser. Je n'ai aucun jugement sur cette nouvelle émergence d'une civilisation. Ça, c'est des questions simplement à poser. C'est quelle sera la place de l'homme face à ces nouvelles intelligences. Là, c'est un petit clin d'œil au livre d'Orwell 1984, où je me suis amusé. On sait qu'on aura des drones qui voleront un peu partout dans l'espace, dans l'espace aérien. Et je me suis amusé à prendre un drone avec les pattes d'araignée, qui est un rappel à la sculpture de Louise Bourgeois, avec un œil qui nous regarde, avec un homme qui se cache, en fait, par rapport à cette restriction des libertés. C'est-à-dire dans un monde où on est surveillé, où on va être de plus en plus surveillé, et on sait qu'avec des nanotechnologies, aujourd'hui, on pourra avoir des capteurs qui nous suivent 24 heures sur 24. Où est la place de l'homme par rapport à cette situation d'omniprésence, finalement, de l'IA? Là, c'est un clin d'œil, je me suis amusé. C'est un clin d'œil toujours lié à l'intelligence artificielle. La maison Rembrandt d'Amsterdam et Microsoft ont créé un algorithme grâce à l'intelligence artificielle qui a analysé les 300 plus grands portraits de Rembrandt et en mesurant l'écartement des yeux, des oreilles, du visage, en regardant la morphologie, en analysant la couleur des tableaux, en analysant le relief, ils ont créé de toutes pièces un vrai faux Rembrandt. L'idée, c'est aujourd'hui, les plus grands experts, il y a certains experts qui ont cru que c'était un vrai Rembrandt, et donc ça pose la question de la place de l'artiste. Si tout est reproductible, quelle est la place de l'art finalement dans ce monde où tout pourra être reproduit à l'infini? Et ça pose aussi cette question, est-ce que l'intelligence artificielle peut créer du beau de façon autonome? Et en fait, je me suis amusé à prendre le portrait qui a été créé, à le déstructurer totalement, un peu comme à la James Ensor ou comme une gueule cassée. Et en fait, un petit clin d'œil à Magritte, je l'ai intitulé « Ceci n'est pas un Rembrandt ». Voilà. La dernière salle, c'est pour moi la salle où l'on respire. Je ne vais pas terminer par ce côté un peu sombre de l'avenir, mais plutôt sur justement profiter du monde qui nous entoure, même si on sait que la Terre souffre pour des raisons diverses et variées, peut-être pas forcément liées à l'activité de l'homme, on n'en sait rien, peut-être liées aux activités solaires, aux forces telluriques. On sait aujourd'hui qu'il y a eu des épisodes de réchauffement, de glaciation, et l'idée c'est de montrer que notre Terre est belle. Donc là vous avez plusieurs paysages de montagne, c'est un des lieux qui m'inspire, où je me ressource, où je marche. C'est aussi, j'ai un
port très fort avec, on peut voir tout en haut le massif du Mont Blanc. C'est une photo que j'avais prise de Saint-Nicolas-de-Véros, qui est du côté de Megève, des Contamines. Ce rapport très fort, c'est que ce Mont Blanc a failli me tuer, de par cette course que j'avais fait de l'UTMB, que j'avais fait autour du Mont Blanc. Ce sont des tableaux qui sont travaillés avec force, et le tableau qui est en dessous m'a été inspiré pendant ma course. Au bout de 13 heures de course, j'étais du côté italien, parce qu'on part en fin d'après-midi de Chamonix, et donc on fait le tour du massif du Mont Blanc, c'est 170 km, et après 13 heures ou 14 heures de course, il était 6 heures du matin, je me suis retourné, j'ai regardé le Mont Blanc côté italien, et j'ai eu le sentiment que les montagnes pleuraient, littéralement. Et les glaciers fondaient à vue d'œil, il y avait le bruit de l'eau. Alors peut-être qu'au bout de 13 heures, vous savez, on est dans des niveaux de créativité, parce qu'on a beaucoup d'endorphines. Et en fait, ça m'a inspiré cette série des Crying Mountains qu'on voit là. De ces montagnes qui pleurent, et en fait quand j'ai vu ces montagnes, je me suis dit, quand je rentrerai à mon atelier, je vais retranscrire cette impression de montagne qui pleure. Donc là où je travaille très brut sur le tableau d'au-dessus, le tableau du bas, je reprends la ligne de crête du tableau, et ensuite c'est presque des séances de méditation, presque zen. Je fluidifie totalement la peinture pour arriver à des formes, finalement, avec des formes géographiques qu'on ne connaît pas, enfin, ou qui pourraient rappeler certaines estampes chinoises. Et je trouve que ce contraste entre le blanc de la toile, que je ne travaille pas du tout, et ces montagnes finalement qui pleurent, ces coulures, donne une force. Et je trouve qu'ils fonctionnent très très bien tous les deux. On peut voir ici le Matterhorn, le nom suisse du Cermin, où on voit là j'ai presque agrippé la roche, j'ai travaillé très brut en allant chercher la peinture avec les doigts, en ayant une force finalement très rurale, très terrestre. Et à côté, cette ligne de crête du Matterhorn, où on a l'impression finalement de voir un paysage de la baie d'Along. Et je trouve encore une fois que ces deux tableaux par paire fonctionnent très bien, entre la dureté, la légèreté, le sombre et le clair, le côté très minéral et le côté presque végétal qu'on peut voir dans ce tableau. Et l'ensemble, pour moi, fonctionne. Et c'est ce tableau que Vladimir Ilyich il m'aimait bien dire que c'était un bon travail. Et donc, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de conseils, de remarques. Là, je me suis amusé avec cette série de Crying Mountains. Alors, sur Facebook, j'avais demandé à quoi correspondaient ces montagnes, ces pics. En fait, c'est pas du tout une montagne. C'est mon ancien passé de financier. C'est l'indice CAC 40 du premier jour où j'ai travaillé dans la finance en janvier 97 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on voit ces espèces de dents de scie qui pourraient être des arêtes de montagne. Tous les tableaux des Crying Mountains, j'invente avec un petit clin d'œil à Gauguin des noms polynésiens. Celui-là, je l'ai appelé chaos cupi. Et en fait, l'idée, c'est de dire la cupidité peut amener au chaos. Et donc, essayer finalement d'être moins matérialiste, d'être moins dans ce monde de l'argent. La finance a son importance, mais il faut aussi la réguler, la maîtriser, et qu'elle ait un but finalement de financer des choses qui soient bonnes pour l'être humain. Voilà, c'était un clin d'œil. Et là, le dernier tableau, c'est une sphère, un nouveau monde. Pour moi, c'est une lune, c'est l'apogée. Je l'ai traité très brut également. De loin, on a l'impression qu'elle vibre. Est-ce que c'est ces nouveaux espaces qu'on devra rencontrer?
En tout cas, voilà, tout est à contempler, tout est à regarder, le monde est beau, et je pense qu'on peut réellement profiter de tous ces instants. Merci, à bientôt.